Ma femme a exigé le divorce et la garde exclusive. Tu ne reverras jamais les enfants, hurla-t-elle. Ma mère sanglotait, me suppliant de ne pas accepter. Mais moi, calmement, je répondis au juge. Donnez-lui ce qu'elle veut. Tous dans la salle d'audience me regardèrent avec pitié. Elle sourit, victorieuse, en quittant la pièce, inconsciente que je tenais déjà les résultats du laboratoire dans ma poche. Son sourire s'effaça lorsqu'elle lut la seule phrase sur ce papier qui la mit à genoux sur le trottoir. Je suis heureux que vous soyez ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et laissez en commentaire la ville depuis laquelle vous me regardez, pour que je voie jusqu'où mon histoire a voyagé. Je m'assis sur cette chaise du tribunal, les mains calmement posées sur mes genoux, observant ma femme depuis 39 ans détruire ce qu'il restait de notre famille, avec un sourire capable de trancher le verre. L'enveloppe manie dans ma poche de veste semblait plus lourde qu'elle ne devrait l'être, alors qu'elle ne contenait que 3 feuilles de papier. Mais ces 3 feuilles avaient le pouvoir de tout changer. « Votre honneur, » disait l'avocat de Brooke, sa voix résonnant sur les murs de marbre de la salle B. Ma cliente demande la garde exclusive des enfants mineurs, ainsi qu'une pension alimentaire de 4 000 $ par mois et 50% de tous les biens matrimoniaux. La juge, une femme dans la soixantaine aux cheveux argentés tirés en arrière, avec sévérité, me jeta un regard par-dessus ses lunettes de lecture. « Monsieur Holloway, comment répondez-vous à ces demandes ?» Je sentis les yeux de ma mère brûler la tempe de mon crâne depuis la galerie derrière moi. À 85 ans, elle gardait encore la posture d'une institutrice, et je sus sans regarder que ses lèvres étaient pincées, cette fine ligne qu'elle affichait quand elle essayait de ne pas pleurer. Elle m'avait supplié de ne pas venir aujourd'hui. « Philippe », m'avait-elle dit ce matin même, en agrippant mon bras de ses mains fragiles, mais toujours solides. « Tu n'as pas à tout lui donner. Batte-toi pour quelque chose. » Mais elle ne comprenait pas. Aucun d'eux ne comprenait. « J'accepte toutes les conditions telles qu'elles sont présentées, » dis-je d'une voix calme, ferme. Le silence tomba dans la salle, seulement brisé par le bourdonnement des vieilles lumières fluorescentes. L'avocat de Brooke cligna des yeux. Mon propre avocat, David Chen, un jeune homme brillant que j'avais engagé seulement 3 semaines auparavant, se pencha en avant. « Votre honneur, mon client souhaite une courte suspension pour discuter. »« Aucune suspension nécessaire, » interrompis-je, fixant directement la juge. « Donnez-lui ce qu'elle veut. » La juge fronça les sourcils, me scrutant comme quelqu'un ayant vu trop de mariages brisés, mais jamais comme celui-ci. « Monsieur Holloway, je veux être certaine que vous comprenez ce à quoi vous acceptez de renoncer. Vous abandonnez la garde de votre fille de 30 ans, Sophie, qui vit encore à la maison, et vous acceptez un fardeau financier important. Êtes-vous sûr de votre décision ?» Derrière moi, j'entendis l'inspiration aiguë de ma mère. Ce son me transperça comme une lame, mais je ne me retournai pas. Je ne pouvais pas. Si je voyais son visage, la confusion et la douleur, je n'aurais peut-être pas pu aller jusqu'au bout. « Je suis certain, votre honneur, » dis-je calmement. Brooke brillait presque de fierté. Elle était assise à la table du plaignant, dans sa robe bleu marine, celle qu'elle avait portée au mariage d'Emma il y a 7 ans, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, malgré l'heure matinale. À qui la regardait, elle semblait être l'épouse en deuil, qui avait enfin trouvé le courage de quitter un mariage difficile. Elle avait toujours été douée pour ça, se faire passer pour la victime. « Tu ne reverras jamais les enfants. » Elle m'avait crié dessus il y a à peine 2 semaines, lorsque j'avais accepté ces conditions de divorce sans broncher. Nous étions dans notre cuisine. Cette même cuisine où nous avions nourri 3 enfants, aidés aux devoirs, célébré anniversaires et diplômes. La lumière du matin traversait les fenêtres, rendant tout doré et paisible, en total contraste avec le venin dans sa voix. « Je vais m'assurer que tu n'aies rien, Philippe. Tu crois pouvoir t'éloigner de cette famille ? Tu n'auras rien, rien. » Je n'avais rien répondu alors, et je ne disais rien maintenant. À quoi bon ? La vérité parlerait d'elle-même, tôt ou tard. Le juge parcourait les termes. Du règlement. Sa voix formelle et distante. Division des biens comme suit.
La maison familiale au 243 Maple Street, estimée à 450 000 $, restera la propriété de Madame Holloway. Le compte chèque joint contenant 120 000 $ sera partagé à part égale. Les pensions et comptes de retraite de M. Holloway resteront sa propriété exclusive, à l'exception des paiements de pensions alimentaires tels que stipulés. Je regardais le visage de Brooke pendant que le juge parlait. Elle essayait de contenir sa satisfaction, mais je l'avais connue pendant 39 ans. Je connaissais ce regard. C'était le même qu'elle arborait lorsqu'elle avait convaincu les voisins que notre conflit de clôture était entièrement de ma faute. Le même lorsqu'elle avait réussi à faire porter la responsabilité à Emma d'avoir manqué sa remise de diplôme universitaire à cause d'une urgence professionnelle que je ne pouvais éviter. Mon téléphone vibra dans ma poche. Un message de « Sophie, papa, je n'arrive pas à croire que tu fais ça. Appelle-moi. » Sophie, ma petite, 30 ans et toujours à la maison, essayant de percer dans le monde de l'art. Toujours croyant que les familles restent unies. Elle avait mes yeux, mon entêtement, mon besoin de voir le bien chez les gens, même lorsqu'ils ne le méritaient pas. La pensée de ce que j'allais lui dire me serra la poitrine. Mais c'était nécessaire. Ils devaient tous connaître la vérité. Le juge terminait les dispositions concernant la garde. Les droits de visite pour M. Holloway seront déterminés ultérieurement en attente. Elle marqua une pause, me regardant à nouveau. « Monsieur Holloway, êtes-vous absolument certain de ne pas vouloir contester ces termes? C'est très inhabituel. » Je redressai les épaules, sentant le poids de la montre de mon père sur mon poignet. Il l'avait portée pendant 47 ans, son mariage, l'éducation de 5 enfants, chaque décision difficile qu'un homme doit prendre. « Je suis certain, votre honneur. Je veux donner à ma femme exactement ce qu'elle demande. » L'insistance sur « exactement » n'échappa pas à David. Je le vis me lancer un regard vif, probablement se demandant pourquoi j'avais insisté pour le laisser dans l'ignorance de ma stratégie. Mais ce n'était pas une question de manœuvre légale. Il s'agissait de vérité, de timing, et de s'assurer que lorsque le tremblement de terre arriverait, chacun saurait exactement où se trouvaient les failles depuis le début. L'avocat de Brooke trifouillait ses papiers, à peine capable de contenir sa propre satisfaction. Probablement le divorce le plus facile qu'il ait jamais traité. Aucun combat sur les biens, aucune bataille pour la garde. Pas besoin d'enquêter. Sa cliente repartait avec tout ce qu'elle voulait, sans lever le petit doigt. Si seulement il savait à quel point il se trompait. « Très bien, » dit le juge, son ton trahissant encore une légère incompréhension face à cette procédure. « Je prononce donc le divorce tel que demandé. Madame Holloway, vous obtenez la garde exclusive de Sophie Holloway. Une pension alimentaire de 4 000 $ par mois et la division des biens telle que stipulée. Monsieur Holloway, souhaitez-vous dire quelque chose avant que nous conclussions? » Je me levai lentement, mes genoux protestant après plus d'une heure assis sur cette chaise en bois inconfortable. L'enveloppe manille crissa légèrement lorsque j'ajustai ma veste. « Non, votre honneur, je crois que tout parlera de lui-même. » Brooke se tourna vers moi, et pendant un instant fugace, je vis quelque chose briller dans ses yeux. L'incertitude peut-être, ou le premier indice qu'elle aurait dû réfléchir avant de souhaiter ce qu'elle venait d'obtenir. Le marteau du juge retentit dans la salle avec un claquement sec qui résonna comme un coup de feu. Audience levée. Alors que les gens commençaient à rassembler leurs affaires et à sortir, Brooke se leva, lissant sa jupe. Elle se tourna vers moi avec ce sourire victorieux, celui qui disait qu'elle avait tout obtenu et que j'étais trop faible ou trop brisé pour l'arrêter. « Eh bien, dit-elle, assez fort pour que tous ceux encore présents puissent entendre. Je suppose que c'est fini. J'espère que tu as appris quelque chose de tout ça, Philippe. » Je la regardais longuement. Cette femme que j'avais aimée presque toute ma vie adulte. Cette femme qui m'avait donné 3 enfants et 39 années de ce que je pensais être le bonheur. Ses yeux bleus brillaient de triomphe. Son menton relevé de cette manière, défiant autrefois charmante, mais qui ne semblait maintenant que cruelle. « Oh, j'ai beaucoup appris, » murmurai-je, tapotant l'enveloppe dans la poche de ma veste. Plus que tu ne le penses. Quelque chose dans mon ton devait l'avoir atteinte,
car son sourire vacilla légèrement. Mais alors David apparut à mon coude. Ma mère s'approchait, les larmes aux yeux, et l'instant passa. Brooke rassembla son sac et quitta la salle avec son avocat, sans doute pour appeler sa sœur et ses amis et partager la bonne nouvelle de sa victoire totale. Pourtant, debout là, dans ce tribunal froid, la regardant partir, je ne pouvais m'empêcher de me rappeler quelque chose que mon père m'avait dit des années auparavant. Fils, le pire que tu puisses faire à quelqu'un qui croit t'avoir surpassé, c'est de le laisser croire jusqu'au moment exact où il réalise qu'il s'est trompé. L'enveloppe dans ma poche semblait battre comme un cœur. Bientôt, très bientôt, Brooke allait découvrir que sa célébration de victoire avait été prématurée. Car ce qu'elle ignorait, ce que personne ne savait, sauf moi et le technicien de laboratoire qui avait traité les échantillons, c'était que ce n'était la fin de rien. C'était juste le commencement. 3 mois avant cette scène au tribunal, j'étais dans mon bureau à la maison, à 2 heures du matin, fixant une photographie trouvée dans la boîte à bijoux de Brooke, alors que je cherchais la bague de ma grand-mère pour l'offrir à Emma pour son anniversaire. La photo montrait Brooke riant avec un homme que je ne reconnaissais pas. Leur visage proche, sa main posée sur son bras, avec une intimité que je n'avais pas vue chez elle depuis des années. Mais ce n'était pas cette photo qui avait déclenché mon enquête. C'était quelque chose de bien plus simple, mais dévastateur. C'était Sophie me demandant pourquoi elle n'avait pas mes yeux verts, alors qu'elle remplissait un formulaire médical pour son dossier d'inscription à l'école d'art. « Papa, » dit-elle, levant les yeux de la table de cuisine où elle avait étalé ses papiers. Le formulaire demande les antécédents médicaux familiaux. Tu crois que ça a de l'importance que j'ai les yeux marrons et que toi, tu aies les yeux verts? Je veux dire, génétiquement parlant. Je me versais du café, me préparant pour une nouvelle journée à l'entreprise d'ingénierie où je travaillais depuis 37 ans. C'était un mardi matin de mars. Une pluie fine tombait, le genre de journée qui semble ordinaire jusqu'au moment où elle ne l'est plus. Eh bien, avais-je dit en posant ma tasse, en la regardant vraiment pour la première fois depuis longtemps. Les yeux bruns sont dominants, donc il est possible que ta mère ait les yeux bruns. Mais même en prononçant ces mots, quelque chose me dérangeait. Sophie avait toujours été différente d'Emma et de Jake. Pas seulement dans son apparence, mais dans son tempérament, ses centres d'intérêt, sa façon de traverser le monde. Emma ressemblait à une version féminine de moi. Même visage anguleux, même mâchoire obstinée, de tête quand elle réfléchissait. Jake avait ma taille et mes mains, bien que sa personnalité se rapprochât toujours de celle de la famille de Brooke. Sophie avec ses traits délicats, son âme créative et ses yeux bruns profonds qui semblaient cacher des secrets que je ne pouvais pas déchiffrer. J'avais chassé cette pensée ce matin-là, me disant que j'étais ridicule. Mais dans les semaines qui suivirent, elle revenait sans cesse. De petites choses commencèrent à m'inquiéter. La façon dont Brooke changeait de sujet chaque fois que je parlais de la différence de Sophie avec le reste de la famille. Le fait que je ne me souvenais presque de rien de la grossesse de Brooke avec Sophie, comment elle semblait distante à cette époque, plus secrète. Et puis, il y avait les dates. Sophie était née le 15 décembre 1994. En comptant 9 mois en arrière, sa conception remontait à mars 1994. Mars, quand j'étais à Courland depuis 6 semaines pour superviser le chantier du Harbour Bridge. Mars, quand Brooke avait été étonnamment compréhensive face à mon absence prolongée, allant même jusqu'à me suggérer de rester plus longtemps pour que tout se passe bien. À l'époque, je pensais qu'elle faisait simplement preuve de compréhension vis-à-vis de mon travail. Mais maintenant, assis dans mon bureau, cette photo à la main, je me demandais si ces raisons étaient peut-être plus personnelles. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à observer différemment, à vraiment regarder. J'ai remarqué comment les amis de l'université de Brooke échangeaient parfois des regards lorsque Sophie était mentionnée. Comment sa sœur Janet adoptait cette expression prudente dès que l'on parlait des ressemblances familiales. Comment Brooke elle-même semblait esquiver toute discussion
sur l'enfance de Sophie, ses photos de bébé, ces premières années où j'étais trop occupé pour être pleinement présent. Tu voyageais toujours à cette époque, disait-elle, quand je voulais connaître les premiers pas ou les premiers mots de Sophie. Pendant des années, j'avais porté cette culpabilité comme une pierre dans ma poitrine. Le père trop occupé à subvenir aux besoins de sa famille pour être présent. Mais maintenant, je commençais à me demander si mon absence n'avait pas été plus commode que fortuite. La vraie enquête commença en avril. J'engageai une détective privée, Linda Morris, spécialiste des affaires familiales discrètes. Une femme dans la cinquantaine, professionnelle, aux cheveux courts et au visage qui inspirait naturellement confiance. « Monsieur Holloway, dit-elle, lors de notre première rencontre dans son bureau du centre-ville. Vous devez comprendre qu'une fois que nous commencerons à enquêter, il n'y aura pas de retour en arrière. Quoi que nous découvrions, vous devrez en assumer les conséquences. » Alors au moment, j'avais hoché la tête, mais je ne comprenais vraiment ses paroles que lorsqu'elle commença à présenter ses premières découvertes. Des relevés bancaires montrant des retraits en espèces sur le compte personnel de Brooke durant les mois où je voyageais. Des reçus de cartes de crédit provenant de restaurants et d'hôtels où je n'étais jamais allé. Des relevés téléphoniques montrant des appels vers un numéro enregistré au nom de Marcus Webb. Marcus Webb, l'homme sur la photographie. C'était un entrepreneur qui travaillait sur la rénovation du centre communautaire en 1994, expliqua Linda en faisant glisser un autre dossier sur son bureau. Selon les archives publiques, il était marié à l'époque et avait 2 enfants. Le projet s'est déroulé de février à mai de cette année-là, exactement au moment où j'étais à Portland, au moment où Sophie aurait pu être conçue. Je sentis un froid me parcourir. Il y a plus, continua-t-elle doucement. J'ai retrouvé certains autres travailleurs du chantier. Quelques-uns se rappellent avoir vu votre femme fréquemment autour du site, bien plus que ce qui serait normal pour quelqu'un qui ne faisait que vérifier l'avancement des travaux. Je fixais les documents étalés sur son bureau, mes mains tremblantes alors que j'absorbais chaque mot. 30 ans. Pendant 30 ans, j'avais aimé Sophie comme ma propre fille. Je lui avais appris à faire du vélo, aidé avec ses devoirs d'algèbre, accompagné à l'école lorsqu'elle avait peur du chien du voisin. J'avais été fier de son talent artistique, soutenu ses rêves, même lorsqu'ils n'étaient pas rentables, défendu ses choix face à mes proches plus traditionnels. Tout ce temps, il se pouvait qu'elle ne soit même pas ma fille. Et Jake, murmurai-je, la voix à peine audible. Linda consulta un autre dossier. Jake est né en 1991. Vous étiez chez vous au moment de la conception, mais... Elle fit une pause, pesant chaque mot. Il y a aussi des incohérences dans le calendrier. J'ai trouvé des preuves que votre femme rencontrait régulièrement un homme nommé David Park durant l'été 1990. Il était moniteur de tennis dans le club où elle prenait des cours. Jake, mon fils, qui avait lutté contre l'alcoolisme, qui n'avait jamais vraiment trouvé sa place dans ce monde, qui semblait toujours me reprocher des choses que je ne comprenais pas. Soudain, son hostilité prit un sens tout nouveau. « Et Emma ?» me forçai-je à demander. Linda sembla presque hésiter, puis dit « Emma semble bien être la vôtre. » Un soulagement m'envahit immédiatement, mais il fut aussitôt suivi de culpabilité. La chronologie de sa conception correspondait, et elle ressemblait exactement à vous à son âge. J'avais retrouvé vos vieilles photos de lycée dans les archives des journaux. Alors Emma était ma fille, 1 sur 3. La fille devenue une avocate accomplie, bien mariée, celle qui m'appelait tous les dimanches et se souvenait de mon anniversaire, celle qui avait toujours été la plus semblable à moi, celle qui partageait peut-être réellement mon sang. Linda me donna les coordonnées d'un laboratoire de test ADN discret. Vous pouvez prélever les échantillons sans qu'ils s'en aperçoivent, expliqua-t-elle. Cheveux sur les brosses, verres utilisés, ce genre de choses. Le laboratoire aurait besoin d'échantillons de vous et de chaque enfant. Recueillir les échantillons fut plus simple que prévu. Quelques mèches de cheveux de la brosse de Sophie après son cours d'art, la tasse de café de Jake après son dîner dominical, le verre d'eau d'Emma lors de sa dernière visite avec les petits-enfants. Le plus difficile fut d'attendre les résultats. 2 semaines.
2 semaines à faire semblant que tout allait bien, tandis que mon monde s'effondrait autour de moi. 2 semaines à voir Brooke évoluer dans notre maison, préparer le dîner, parler de la météo, demander comment s'était passée ma journée, tout en sachant qu'elle m'avait menti, pendant tout notre mariage, sur la chose la plus fondamentale qui soit. L'appel arriva un jeudi après-midi de mai. J'étais dans ma voiture, garée devant l'épicerie, quand mon téléphone sonna. Monsieur Holloway, ici le docteur Patricia Whitman d'Accurate Genetic Testing. J'ai vos résultats. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Allez-y, balbutiai-je. Emma Holloway confirmée comme votre fille biologique, avec une certitude de 99,9%. Cependant, les tests pour Jake et Sophie Holloway ne montraient aucun lien biologique avec moi. Le monde semblait s'être renversé. Même si j'avais eu des soupçons, même si j'avais engagé des détectives et rassemblé des preuves, confirmation en vrai, c'était comme se prendre un camion en pleine poitrine. Ni Jake ni Sophie n'étaient mes enfants. 2 de mes 3 enfants, ceux que j'avais aimés, soutenus, et pour lesquels je m'étais inquiété pendant des décennies, ne partageaient aucun sang avec moi. J'étais resté assis dans le parking de cette épicerie, pendant plus d'1 heure, observant les gens entrer et sortir, avec leurs soucis quotidiens, leurs petites préoccupations sur ce qu'ils allaient préparer pour le dîner, ou s'il leur manquait du lait ou du pain. Pendant ce temps, ma compréhension entière de ma propre vie s'effondrait. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi, et j'ai regardé nos photos de famille avec de nouveaux yeux. Les matins de Noël, les anniversaires, les remises de diplômes, les vacances, tout cela reposait sur un mensonge. Tout était entaché par la tromperie de Brooke. Mais le plus étrange, c'est que cela ne changeait pas ce que je ressentais pour Jake et Sophie. L'amour était toujours là, compliqué maintenant par la douleur et la confusion, mais toujours réel. Ils restaient les enfants que j'avais élevés, même s'ils n'étaient pas les enfants que j'avais engendrés. Ce qui avait changé, c'était ce que je ressentais pour Brooke. Pendant 39 ans, j'avais pensé être marié à quelqu'un qui me frustrerait parfois, qui pourrait être exigeant ou mesquin, mais qui était fondamentalement la mère de mes enfants et ma partenaire de vie. Maintenant, je savais que j'étais marié à une étrangère, quelqu'un capable de me regarder dans les yeux chaque jour pendant 3 décennies, tout en gardant des secrets qui touchaient au cœur même de notre famille. Quelqu'un capable de me laisser aimer des enfants comme les miens, tout en sachant qu'ils ne l'étaient pas. Quelqu'un capable de construire toute une vie sur un mensonge et de ne jamais perdre une nuit de sommeil pour ça. C'est là que j'ai commencé à planifier. Pas exactement pour la vengeance, mais pour la vérité. Pour le moment où toutes les constructions soigneuses et les fictions commodes s'effondreraient enfin. Parce que Brooke avait eu raison sur une chose, ce matin-là, dans la cuisine, lorsqu'elle m'avait hurlé dessus au sujet du divorce. Je pensais pouvoir m'éloigner de cette famille, mais pas comme elle le croyait, et pas pour les raisons qu'elle supposait. Je m'éloignais parce qu'ils n'étaient pas ma famille du tout. Et il était temps que tout le monde le sache. L'appel est arrivé exactement 1 semaine après la finalisation du divorce. J'étais assis dans mon nouvel appartement, un modeste 2 pièces en centre-ville que j'avais loué le jour même de mon départ de la maison de Maple Street. Le soleil du matin traversait des fenêtres inconnues, projetant des ombres sur des cartons que je n'avais pas encore déballés, quand mon téléphone a vibré avec le numéro de David Chen. « Philippe, il faut qu'on se voie aujourd'hui si possible. » Sa voix était tendue, d'une manière que je ne lui avais jamais entendue. L'avocat de Brooke m'a contacté ce matin. Apparemment, elle veut discuter d'une modification de l'accord de garde. J'ai posé ma tasse de café, sentant la première étincelle de satisfaction que j'avais ressentie depuis des mois. Modifier ? Comment ? Elle demande une ordonnance officielle de non-communication. Une rupture complète de vos droits parentaux sur Sophie. Il fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. Elle affirme que vous harcelez la famille, que vous essayez de manipuler Sophie contre elle. Bien sûr qu'elle le faisait. J'attendais ce mouvement depuis un moment, surpris en réalité qu'il lui ait fallu 1 semaine entière pour le faire. Brooke ne pouvait pas supporter
de ne pas avoir un contrôle total. Et mon calme face au terme du divorce l'avait visiblement déstabilisé plus que prévu. « Quand pouvez-vous me rencontrer » avais-je demandé. « 14 heures, mon bureau. Je serai là. Et David, apporte ton agenda. Il faudra planifier quelques réunions supplémentaires après celle-ci. » Les bureaux de Chen et Associés occupaient le 15e étage d'un immeuble de verre surplombant la rivière. J'avais toujours apprécié l'approche de David, au travail juridique méthodique, rigoureuse, mais jamais inutilement agressive. Aujourd'hui, cependant, il devait comprendre que la méthode seule ne suffirait pas. Il m'attendait dans la salle de conférence, des dossiers étalés sur la table en acajou, l'air sérieux et concentré, exactement comme l'avocat brillant qui avait terminé en tête de sa promotion à Columbia. Ce qu'il ne semblait pas prêt à affronter, c'était la conversation que nous allions avoir. « Philippe, dit-il alors que je m'asseyais en face de lui, je dois te poser la question directement. As-tu contacté Sophie ? Brooke affirme que tu l'as appelée, que tu t'es rendu à son atelier d'art, essayant de la retourner contre le règlement du divorce. » Je sortis l'enveloppe manille de ma poche de veste et la posai sur la table entre nous. La même enveloppe que j'avais portée au tribunal une semaine plus tôt. Son contenu encore scellé, attendant le moment parfait. « Je n'ai jamais contacté Sophie, » murmurai-je. « Mais je crois qu'il est temps qu'elle me contacte. » David fronça les sourcils en regardant l'enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ? Ouvre-la. » Il hésita, puis rompit le seau et tira les 3 feuilles de papier à l'intérieur. Je regardais son visage se transformer au fur et à mesure qu'il lisait l'entête de Accurate Genetic Testing. Ses yeux s'écarquillaient en absorbant les résultats. Sa posture professionnelle se fissurait alors qu'il comprenait ce qu'il tenait entre les mains. « Jésus-Christ. Philippe. » Il leva les yeux vers moi, puis retourna vers les documents. « Depuis combien de temps le sais-tu ? » ?»« Depuis mai. J'ai fait le test 2 mois avant que Brooke ne dépose le divorce. Et tu ne m'as rien dit. » Sa voix se fit plus tranchante, celle d'un avocat qui réalise que son client jouait un jeu bien plus profond que prévu. « Tu comprends ce que ça signifie ? » Nous aurions pu faire avec cette information pendant la procédure. Je me penchai en arrière, observant son visage. David était un excellent avocat, mais encore jeune. Il pensait encore en termes de bataille juridique, gagner, perdre, tactique, stratégie. Il ne comprenait pas que parfois, le coup le plus puissant est celui que votre adversaire ne voit jamais venir. « Ce que ça signifie, dis-je calmement, c'est que Brooke a vécu un mensonge pendant 30 ans. Et maintenant, elle va découvrir que les mensonges ont des conséquences. » David parcourait à nouveau les documents, son esprit juridique calculant déjà toutes les implications. « Ça change tout. La garde, les obligations financières, le partage des biens. Si Sophie et Jake ne sont pas tes enfants biologiques, alors Brooke a commis une fraude pendant 3 décennies, me rendant financièrement responsable d'enfants qui ne sont pas les miens, tout en couchant avec d'autres hommes et en me présentant leurs enfants comme les miens. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre nous, comme un défi silencieux. David posa les documents et me regarda avec de nouveaux yeux, comprenant enfin que le client calme et conciliant qu'il pensait connaître était en réalité bien différent. « Pourquoi n'as-tu pas utilisé ça pendant le divorce ?» demanda-t-il. « Parce que je voulais voir jusqu'où elle irait. Je voulais savoir exactement ce qu'elle pensait pouvoir obtenir sans conséquence. » Je tendis la main vers les documents, les remettant soigneusement dans l'enveloppe. Et parce que je voulais qu'elle se sente en sécurité, confiante, victorieuse, David secoua lentement la tête. « Philippe, c'est nucléaire. Quand ça sortira, ça va la détruire complètement. »« Oui, dis-je simplement. C'est tout. » Il resta silencieux un long moment, les yeux fixés sur la ville en contrebas, à travers les fenêtres de la salle de conférence. Lorsqu'il parla de nouveau, sa voix était différente, plus prudente. « Que comptes-tu faire de cette information ? » « Je veux organiser une réunion de famille. Tous. Emma, Jake, Sophie, Brooke. Je veux qu'ils soient tous dans une même pièce quand je leur révélerai la vérité. » Il marqua une pause,
visiblement tourmenté par l'éthique de ce que je proposais. Ça va être dévastateur pour les enfants, pour Sophie surtout. Je sentis cette douleur familière m'étrangler la poitrine, la même qui m'accompagnait depuis l'appel du docteur Whitman. Sophie, ma petite fille, qui avait hérité de cette âme artistique de quelqu'un que je n'avais jamais rencontré. Jake, mon fils troublé, dont la colère et le ressentiment prenaient enfin un sens parfait. Il mérite de connaître la vérité, dis-je. Tous. Emma mérite de savoir qu'elle est mon unique enfant biologique. Jake et Sophie méritent de savoir pourquoi ils n'ont jamais vraiment trouvé leur place, pourquoi ils ont toujours senti qu'ils étaient différents. Et Brooke, je marquai une pause, sentant un froid final s'installer dans ma poitrine. Ce qu'elle a fait. David prenait maintenant des notes, son stylo traçant des lignes rapides et précises sur le bloc-notes. Il faudra réfléchir soigneusement à tout cela. Le timing, le lieu, la manière de présenter l'information, et aussi aux conséquences légales. Cela pourrait affecter les obligations alimentaires, les droits d'héritage, une douzaine d'autres choses. J'y pense depuis des mois, lui répondis-je. Chaque angle, chaque conséquence. Je suis prêt. Il leva les yeux de ses notes. Et la demande de Brooke pour l'ordonnance de non-contact? Je souris alors, le premier vrai sourire que j'avais ressenti depuis des semaines. Dites à son avocat que nous serions heureux d'en discuter. En fait, dites-lui que je pense qu'une réunion de famille serait le cadre parfait pour aborder toutes les inquiétudes de Brooke concernant ma relation avec les enfants. Les yeux de David s'écarquillèrent en comprenant ce que je suggérais. Tu veux utiliser sa propre manœuvre légale contre elle? Elle veut me couper complètement de Sophie. Elle croit que je vais disparaître tranquillement, payer mes obligations et la laisser réécrire l'histoire comme bon lui semble. Je me levai, redressant ma veste. Elle va apprendre qu'elle s'est très trompée sur beaucoup de choses. En me dirigeant vers la porte, David m'appela. « Philippe, es-tu sûr de ça? Une fois que tu empruntes ce chemin, il n'y a pas de retour en arrière. Des relations vont être détruites. Ta famille ne sera plus jamais la même. » Je m'arrêtai, la main sur la poignée de porte, repensant à 30 années de dîner du dimanche, de fêtes d'anniversaire, de matins de Noël. 30 ans à croire que je faisais partie de quelque chose de réel, construit sur l'amour, la confiance et une histoire partagée. David, dis-je sans me retourner, ma famille a été détruite au moment où Brooke a décidé de la bâtir sur des mensonges. Je suis simplement enfin prêt à arrêter de faire semblant. La réunion fut fixée au vendredi suivant, à 14 heures, dans la salle de conférence de David. Terrain neutre, cadre professionnel, témoins présents. L'avocat de Brooke avait accepté facilement, pensant probablement qu'il s'agissait d'une simple formalité pour officialiser l'ordonnance de non-contact que sa cliente voulait. Je passais la semaine à me préparer, non pas légalement, mais émotionnellement. Je répétais ce que j'allais dire, la manière de le dire. Je pensais au visage d'Emma quand elle apprendrait la vérité, à la réaction de Jake lorsqu'il comprendrait enfin pourquoi il s'était toujours senti étranger dans sa propre famille. Surtout, je pensais à Sophie, la belle et talentueuse Sophie, sa créativité d'un inconnu et son entêtement de l'homme qui l'avait élevée, mais qu'elle n'appelait pas son père biologique. Le jeudi soir, j'appelai ma mère, Philippe. Sa voix trahissait l'inquiétude, la même qu'après le divorce. « Ça va? Tu as l'air étrange. »« Je vais bien, maman. En fait, mieux que je ne l'ai été depuis longtemps. » Je me laissai tomber dans le fauteuil de mon nouveau salon, le regard perdu dans les lumières scintillantes de la ville. « Je veux que tu saches qu'à partir de demain, tout va changer. Tout ce que tu crois savoir sur Brooke, sur les enfants, sur notre famille. De quoi parles-tu? Tu le sauras bientôt. Mais maman, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Peu importe ce que tu entendras, peu importe à quel point ça semblera terrible, rappelle-toi que j'aime ces enfants. Tous, ça ne changera jamais. » Un long silence s'installa à l'autre bout du fil. Puis elle parla enfin, d'une voix douce et pénétrante, cette voix de mère qui sait tout avant même qu'on le dise. « Philippe, qu'as-tu découvert? »« La vérité, maman. J'ai découvert la vérité. » Le vendredi matin se leva clair et froid. Ce genre de journée d'automne qui fait penser aux fins et au nouveau départ. Je m'habillai avec soin, mon meilleur costume,
la montre de mon père, la cravate qu'Emma m'avait offerte pour mes 60 ans. En entrant dans l'immeuble de David, je sentis une dernière fois le poids de l'enveloppe dans ma poche. Bientôt, ce ne serait plus mon secret. Bientôt, tout le monde saurait ce que Brooke avait fait, ce qu'elle nous avait volé à tous. La montée en ascenseur jusqu'au 15e étage me parut durer une éternité. 2 minutes suspendues comme un souffle retenu. Mais lorsque les portes s'ouvrirent et que je mis un pied dans le couloir, la nervosité m'avait quitté. J'étais prêt à révéler la vérité à ma famille, toute la vérité, même si cela nous détruisait complètement. Ils étaient tous là lorsque j'entrai dans la salle de conférence, pile à 14 heures. Emma était assise près de la porte, probablement pour observer les réactions de chacun grâce à ses instincts d'avocate. Élégante et professionnelle dans son costume gris foncé, mais je voyais la tension dans ses yeux. La façon dont elle consultait son téléphone, comme si elle cherchait une échappatoire. Jake, lui, s'était affalé au bout de la table, portant une chemise froissée qui sentait légèrement la cigarette. Il venait de Portland ce matin, et le léger tremblement de ses mains, ainsi que son évitement du regard, laissait deviner un détour par un bar sur le chemin. À 33 ans, il avait encore l'air d'un adolescent convoqué chez le principal. Sophie était assise entre eux, ses longs cheveux bruns attachés en un chignon négligé, celui qu'elle adoptait toujours quand elle était nerveuse. Un pull taché de peinture recouvrait son jean sombre, et elle jouait nerveusement avec le bracelet en argent que je lui avais offert pour ses 21 ans. Lorsqu'elle croisa mon regard, elle m'adressa un petit sourire et un léger hochement de tête. Sourire incertain qui me serra le cœur. Et puis il y avait Brooke. Elle avait choisi la tête de table, naturellement installée comme une reine en cour. Ses cheveux blonds, parfaitement coiffés, son maquillage impeccable, sa robe bleu marine exactement celle qu'elle avait portée au tribunal la semaine précédente. Elle semblait confiante, presque arrogante, comme une femme ayant enfin obtenu tout ce qu'elle voulait, prête à en savourer le triomphe. Son avocat, Marcus Webb, était assis à ses côtés. Pas le Marcus Webb de son passé, mais l'ironie de ce nom partagé ne m'échappa pas. Ce Marcus-là était jeune, ambitieux, le type d'avocat qui prend ce genre d'affaires parce qu'elles semblent simples et lucratives. « Merci à tous d'être venus », commença David en s'asseyant, un épais dossier devant lui. « Comme vous le savez, nous sommes ici pour discuter de la demande de Madame Holloway concernant une modification formelle de l'arrangement de garde. » Brooke se pencha légèrement en avant, les mains jointes sur la table. « Je tiens à préciser que ce n'est pas personnel. Philippe a traversé une période difficile avec le divorce, et je pense qu'il est préférable pour tout le monde, surtout pour Sophie, que nous établissions des limites claires pour l'avenir. » Sophie fronça les sourcils. « Quelles limites ? » »« Des limites légales, intervint l'avocate de Brooke avec calme. « Votre mère estime qu'une séparation nette serait la plus saine pour toutes les parties concernées. » Emma, qui était restée silencieuse jusqu'ici, prit enfin la parole. « On parle de couper complètement le contact entre papa et Sophie. Ça me semble extrême. »« Ce n'est pas extrême si l'on considère les circonstances, » dit Brooke, sa voix prenant ce ton raisonnable qu'elle utilisait toujours avant de dire quelque chose d'inattendu. « Votre père se comporte étrangement depuis le divorce, appelant à des heures inhabituelles, posant des questions inappropriées sur notre histoire familiale, rendant Sophie mal à l'aise. Je n'avais encore rien dit, mais je sentais tous les regards se tourner vers moi. Jake leva les yeux pour la première fois depuis mon entrée dans la pièce, ses yeux injectés de sang trahissant sa curiosité, malgré l'évidence de sa gueule de bois. « Philippe, » dit David doucement, « souhaitez-vous répondre à ces accusations ?» Je plongeai la main dans la poche de ma veste et en sortis l'enveloppe manille, la même que j'avais gardée pendant des semaines, attendant ce moment précis. Je la posai sur la table devant moi, mes mains calmes malgré l'ampleur de ce que j'étais sur le point de faire. « Je n'ai appelé personne, » dis-je à voix basse. « Je n'ai posé aucune question inappropriée, mais j'ai essayé de trouver le moyen de vous dire quelque chose de très important. » Les yeux de Brooke se fixèrent sur l'enveloppe, et je vis pour la première fois un éclair d'incertitude traverser son visage. « De quoi parlez-vous » demanda-t-elle. Je regardai autour de la table les 3 personnes que j'avais élevées comme mes propres enfants. Ces jeunes adultes que j'avais aimés
inquiété et dont j'avais été fier toute ma vie. Emma, avec l'obstination et la détermination de son père. Jake, avec sa colère blessée, qui n'avait jamais eu de sens, jusqu'à maintenant. Sophie, avec son cœur doux et son âme artistique. Je parle de la vérité, dis-je. De qui nous sommes vraiment en tant que famille. Des mensonges qui ont été racontés pendant 30 ans. La pièce tomba dans un silence pesant. Même l'avocate de Brooke cessa de prendre des notes, sentant que ce qui allait se passer dépassait de loin une simple modification de garde. J'ouvris l'enveloppe et en sortis les résultats des tests ADN, les posant sur la table, de façon à ce que tout le monde voie l'entête officielle. Il y a 3 mois, j'avais fait des analyses génétiques sur moi-même et sur chacun de mes enfants. Emma se pencha en avant, son instinct d'avocate prenant le dessus. « Papa, de quoi s'agit-il » ? Il s'agit du fait que Jake et Sophie ne sont pas mes enfants biologiques. Les mots tombèrent dans le silence comme des pierres dans une eau immobile. Pendant un instant, personne ne bougea, personne ne respira. Puis Sophie éclata de rire, un rire nerveux, incrédule. « C'est ridicule, bien sûr que nous sommes tes enfants. » Jake fixait les documents, le visage blême. « Que voulez-vous dire, pas biologique ?» Je pris la première feuille et la tendis à Emma. « Ton test confirme ce que j'ai toujours su. Génétiquement et à tout point de vue qui compte. » Puis je tendis la deuxième feuille à Jake. « Mais ce test montre qu'il n'y a aucun lien biologique entre toi et moi. » Les mains de Jake tremblaient alors qu'il lisait les résultats. Son visage traversa une série d'expressions. Confusion, compréhension, puis enfin un terrible soulagement. « Jésus, murmura-t-il, Jésus-Christ. » Sophie attrapa la troisième feuille avant que je puisse la lui tendre. Je la regardai parcourir le langage scientifique, et je vis exactement le moment où elle comprit ce qu'elle lisait. Son visage pâlit, puis se colora, puis pâlit à nouveau. « Ça ne peut pas être vrai, » murmura-t-elle. « Il doit y avoir une erreur. » Brooke ne bougea pas. Elle restait figée sur sa chaise, fixant les papiers comme s'ils étaient des serpents venimeux prêts à frapper. « Maman !» Sophie se tourna vers elle, la confusion et la douleur évidente dans sa voix. « Dis-leur que c'est faux, que ces tests sont faux. » Tous les yeux se tournèrent vers Brooke. Le silence s'étira, chaque seconde résonnant sur l'horloge murale, jusqu'à ce qu'il devienne clair qu'elle n'allait pas nier. « Tu savais, » dit Emma d'une voix froide et détachée. « Tu savais tout ce temps. » Jake frappa soudainement la table, faisant sursauter tout le monde. « Tu te moques de moi? Tu te fous de moi ?» Sa voix montait, la colère et la confusion accumulées pendant 33 ans, trouvant enfin une cible. « Tu as laissé quelqu'un m'élever, payer mes études. T'inquiéter pour mon problème d'alcool. Et je ne suis même pas son fils. »« Jake, s'il te plaît, » intervint Brooke, trouvant enfin sa voix. « Ce n'est pas comme ça que je voulais que tu l'apprennes. »« Comme je voulais que tu l'apprennes » s'exclama Sophie, se levant si brusquement que sa chaise roula en arrière. « Combien de temps comptas-tu attendre, jusqu'à ce que tu sois morte? Jusqu'à ce qu'on soit assez vieux pour que ça n'ait plus d'importance. » Emma parcourait toujours les résultats, son esprit juridique analysant chaque implication. « Maman, ça affecte les droits d'héritage, les obligations de soutien, les décisions médicales. Comment as-tu pu garder ce secret pendant 30 ans ?» Brooke regarda autour de la table ses enfants, moi, les avocats témoins de l'effondrement total de notre famille. Sa voix était défensive, presque capricieuse. J'ai fait ce que je pensais être le mieux pour tout le monde. Philippe était un bon père, un bon soutien. Les détails biologiques, ça n'avait pas d'importance. Ça n'avait pas d'importance? La voix de Jake se brisa. J'ai passé toute ma vie à me sentir à part, comme si quelque chose n'allait pas chez moi parce que je n'étais pas comme lui, et ça n'avait pas d'importance? Sophie pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Qui est mon père? Ai-je des frères ou sœurs dont je ne sais rien? Toute une famille que je n'ai jamais rencontrée. Je tendis la main vers elle, mais elle l'éloigna. Le rejet me frappa comme un coup physique. Mais je comprenais. Tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même, sur sa place dans le monde, venait de s'effondrer. « J'ai les noms, » dis-je doucement. « Si vous les voulez, si vous êtes prêt à recevoir ces informations. » L'avocat de Brooke prenait frénétiquement des notes, probablement pour tenter de sauver la position de sa cliente. «
Mais il n'y avait rien à sauver. La vérité était sortie, se répandant dans la pièce comme de l'encre renversée, tachant tout sur son passage. « C'est toi qui as tout planifié », lança Brooke soudain, me tournant un regard venimeux. « Toute cette scène, cette humiliation, tu voulais me détruire. » Je la regardais, cette femme avec qui j'avais partagé près de 40 ans de vie. Cette femme qui me mentait depuis avant la naissance de notre plus jeune enfant. Brooke, je n'ai rien détruit. J'avais simplement cessé de faire semblant que les mensonges pouvaient se confondre avec l'amour. Emma se leva lentement, rassemblant les résultats des tests. « J'ai besoin d'air, dit-elle. J'ai besoin de réfléchir à tout ça. » Jake se dirigeait déjà vers la porte. « J'ai besoin d'un verre, murmura-t-il. Bon sang, j'ai besoin de plusieurs verres. » Sophie resta assise, fixant ses mains. Quand elle leva enfin les yeux vers moi, ses yeux marrons étaient emplis d'une douleur qui me transperçait le cœur. « Tu m'aimes toujours ?» demanda-t-elle, sa voix petite et brisée, « même si je ne suis pas vraiment ta fille. » Me levai de ma chaise et fis le tour de la table jusqu'à sa place. Lentement, avec précaution, je pris ses mains dans les miennes. « Sophie, dis-je, regardant droit dans ses yeux marrons, qui n'avaient jamais été liés à moi génétiquement, mais qui m'avaient toujours appartenu de toutes les manières qui comptent. Tu seras toujours ma fille. La biologie ne change pas 30 ans d'amour. » Elle s'effondra alors contre moi, sanglotant sur mon épaule, tandis que je la serrais contre moi, murmurant les mêmes mots que je lui avais dits depuis qu'elle était petite, qu'elle était aimée, qu'elle était précieuse, et que rien ne pourrait jamais changer cela. Derrière nous, Brooke se disputait avec les avocats sur les implications légales et les droits de garde. Mais sa voix semblait venir de très loin. Tout ce qui comptait, c'était Sophie dans mes bras, et la certitude que quoi qu'il arrive, quoi que la vérité ait détruit d'autres, cette relation pouvait encore être sauvée. Quand Sophie se détacha enfin, elle s'essuya les yeux et me regarda avec un semblant de son ancien sourire. « Je vais quand même t'appeler papa, » dit-elle, « si ça ne te dérange pas. »« C'est plus que correct, » lui répondis-je. C'est tout. En quittant la salle de conférence ensemble, j'aperçus le visage de Brooke. Le masque de confiance avait finalement glissé, révélant quelque chose de désespéré et de vain en dessous. Elle avait obtenu exactement ce qu'elle avait demandé dans le divorce. Pas réaliser que parfois, obtenir ce que l'on veut est la pire chose qui puisse nous arriver. L'appel téléphonique commença 3 jours après la réunion familiale. D'abord Emma, puis Jake, puis Sophie à nouveau. Chacun luttant pour comprendre ce qu'ils venaient d'apprendre, ce que cela signifiait pour leur perception d'eux-mêmes et leur place dans le monde. L'appel d'Emma arriva alors que je déballais des livres dans mon nouvel appartement, essayant de créer une impression de normalité dans un espace qui semblait encore temporaire. « Papa, » dit-elle sans préambule quand je répondis, « je dois te poser une question, et je veux que tu me répondes honnêtement. » Je posai le Moby Dick que je tenais, le même exemplaire que je lui avais lu à 8 ans, lorsqu'elle traversait sa phase de passion pour les histoires d'aventure. « Bien sûr, tu savais avant les tests? Je veux dire, avais-tu soupçonné que Jake et Sophie n'étaient pas tes enfants? » La question que je redoutais, celle qui touchait au cœur de savoir si j'étais une victime ou un idiot, si j'avais été trahi ou simplement aveugle par choix. J'ai soupçonné pour Sophie pendant quelques mois, admis-je. Il y avait quelque chose dans le timing qui n'avait jamais vraiment eu de sens. Et puis elle est tellement différente du reste de nous. Mais Jake, je fis une pause, repensant à toutes ces années de tension, de disputes et de déception. Je m'étais convaincu que ces problèmes n'étaient que des différences de personnalité. Jamais il ne m'était venu à l'esprit qu'il pourrait y avoir une raison biologique pour laquelle il s'était toujours senti comme un étranger. Emma resta silencieuse un long moment. Quand elle parla à nouveau, sa voix était plus douce, plus vulnérable que je ne l'avais entendue depuis des années. Je n'arrête pas de repenser au matin de Noël, quand nous étions enfants. Comment tu t'assurais toujours que Jake et Sophie reçoivent la même attention que moi, même lorsqu'ils étaient difficiles? Comment tu ne faisais jamais de favoritisme, même si, elle s'interrompit, même si tu étais le seul qui était vraiment à moi? Oui,
Sa voix se brisa légèrement. Comment as-tu fait ça? Comment as-tu pu les aimer de la même façon? Je me dirigeai vers la fenêtre de mon nouveau salon, regardant la ville en contrebas. Quelque part là-bas, Jake devait probablement noyer son chagrin dans l'alcool, essayant de digérer 33 années à se sentir étranger à sa propre famille. Quelque part ailleurs, Sophie fixait une toile, se demandant si son talent artistique venait d'un inconnu qu'elle n'avait jamais rencontré. « Parce qu'ils étaient aussi à toi », dis-je enfin. Peut-être pas biologiquement, mais de toutes les façons qui comptent vraiment. J'ai changé leurs couches, marché avec eux quand ils faisaient leurs dents, appris à faire du vélo, aidé aux devoirs. La biologie, ce n'est que de la génétique, Emma. L'amour, c'est un choix qu'on fait chaque jour. Elle pleurait maintenant, de petits sanglots doux, qui me rappelaient la petite fille qui venait se blottir sur mes genoux quand elle avait peur. Je suis tellement en colère contre elle, papa, contre maman. Comment a-t-elle pu nous faire ça à tous? C'était la question que je me posais depuis des mois, depuis que l'appel du docteur Whitman avait confirmé ce que je soupçonnais déjà. Comment quelqu'un peut-il construire toute une vie sur des mensonges et dormir paisiblement? Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Je pensais la connaître, mais apparemment je ne l'ai jamais vraiment connue. Le deuxième appel vint de Jake, et ce fut encore plus difficile. Il était ivre, appelant depuis un bar à Portland où il semblait régner en maître depuis la réunion de famille, racontant à qui voulait l'entendre l'effondrement spectaculaire de sa famille. « Tu sais ce qui est drôle ?» balbutia-t-il au téléphone, le bruit de fond des conversations et des verres tintants rendant sa voix difficile à entendre. « J'ai toujours cru que tu me détestais. Toutes ces années, je pensais qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi, parce que je ne pouvais pas te rendre fier. » Ma poitrine se serra. « Jake, je ne t'ai jamais détesté. Et il n'y a rien qui cloche chez toi. Si, il y a quelque chose, non? Je veux dire, je ne suis pas vraiment ton fils. Je ne suis qu'un gamin que tu as dû élever, parce que ma mère était une menteuse. Tu n'es pas un hasard, dis-je fermement, en souhaitant pouvoir traverser le téléphone pour le secouer et le rendre sobre. Et tu n'es pas quelqu'un que j'ai dû supporter. Tu es mon fils. Peut-être pas par le sang, mais par choix. » Il rit, un rire amer, sans aucune trace d'humour. « Par choix? Vraiment? Parce que si tu avais eu le choix, tu aurais choisi autrement, non? » Jake m'écoutait. Je m'assis lourdement dans mon nouveau fauteuil, celui qui n'avait pas 30 ans de souvenirs familiaux attachés. Si quelqu'un m'avait donné le choix il y a 33 ans, s'il m'avait dit « Tu peux élever ce bébé qui n'est pas biologiquement le tien, ou t'en aller », je t'aurais choisi à chaque fois. La ligne resta silencieuse, sauf pour le bruit du bar en arrière-plan. Enfin, Jake parla, sa voix plus petite, plus vulnérable. « J'ai besoin de temps pour comprendre tout ça, d'accord? Tout ça, c'est juste beaucoup. Prends tout le temps qu'il te faut, lui dis-je. Je serai là quand tu seras prêt. » Les appels de Sophie étaient les plus fréquents et les plus déchirants. Elle appelait à des heures étranges, parfois juste pour entendre ma voix, parfois avec des questions sur son père biologique, auxquelles je n'avais pas encore de réponse. Je n'arrête pas de me regarder dans le miroir, me confia-t-elle lors d'une conversation nocturne, essayant de voir si je lui ressemble, se demandant si j'ai hérité de lui mon amour pour la peinture, ou si c'est juste quelque chose qui s'est développé naturellement. « Est-ce que ça a de l'importance ?» demanda-je doucement. « Je ne sais pas. Peut-être, j'ai juste l'impression de ne plus savoir qui je suis. » Elle marqua une pause et je pouvais entendre ses pas dans son appartement, sûrement en train de marcher nerveusement, comme elle le faisait quand elle était anxieuse. Maman ne veut pas parler de lui. Chaque fois que j'évoque le sujet, elle change de conversation ou se met à pleurer. Brooke, la femme qui avait orchestré cette tromperie pendant des années, jouait maintenant la victime, faisant culpabiliser ses enfants pour vouloir connaître la vérité sur leurs propres origines. « J'ai son nom, dis-je, et le détective privé que j'ai engagé a trouvé quelques informations sur lui. Quand tu seras prête, je pourrai te dire ce que je sais. Et si il ne veut pas me rencontrer? Et s'il a une autre famille, et ne veut pas que ses erreurs du passé viennent frapper à sa porte? » La douleur dans sa voix était presque insupportable. Cette jeune femme belle et talentueuse remettait en question son existence même,
se demandant si elle n'était qu'une erreur, que quelqu'un voulait oublier. Sophie, tu n'es pas une erreur. Tu es l'une des meilleures choses qui me soient jamais arrivées, peu importe la génétique. Et si ton père biologique ne peut pas le voir, alors c'est lui qui passe à côté de quelque chose. Mais le coup de téléphone le plus difficile ne vint pas de mes enfants. Il vint de Brooke elle-même, exactement une semaine après la réunion familiale. J'avais presque hésité à répondre quand son nom apparut sur mon écran. Nous n'avions eu aucun contact depuis ce jour dans la salle de conférence, quand son monde soigneusement construit s'était effondré. Mais ma curiosité l'emporta. « Que veux-tu, Brooke ?» Sa voix était différente de tout ce que j'avais entendu. Fragilisée, privée de sa confiance et de sa manipulation habituelle. Elle sonnait fatiguée, vaincue. « Je veux expliquer. » « Expliquer quoi? Comment tu m'as menti pendant 30 ans? Comment tu m'as laissé élever des enfants qui n'étaient pas les miens? Comment tu as construit tout notre mariage sur la tromperie? S'il te plaît, Philippe, écoute-moi. » Quelque chose dans son ton me fit hésiter. Ce n'était pas la Brooke qui avait souri victorieusement au tribunal, ni celle qui exigeait l'ordonnance de non-contact. C'était quelqu'un de réellement brisé. « Je t'écoute. » Elle prit une inspiration tremblante. Ce n'était pas censé se passer comme ça, avec Marcus. Je veux dire, c'est juste, tu étais tellement absent ces jours-là. J'étais seul, et il était là. Donc tu as eu une liaison. Cela n'explique pas les mensonges, Brooke. Cela n'explique pas m'avoir fait croire que Sophie était la mienne. Parce qu'au moment où j'ai réalisé que j'étais enceinte, je n'étais pas sûr de qui était le bébé. Et tu étais tellement heureuse quand je te l'ai dit. Tu parlais déjà de vouloir un autre enfant. Et quand j'ai vu ton visage, elle se tut, pleurant maintenant. Alors tu as juste décidé d'espérer le meilleur. J'ai décidé de donner à notre famille la meilleure chance possible. Tu étais un père merveilleux, Philippe. Mieux que Marcus ne l'aurait été. Mieux que David ne l'aurait été avec Jake. David, l'instructeur de tennis, un autre nom, une autre trahison. Tu n'avais pas le droit de prendre cette décision pour moi, dis-je, la voix plus dure que je ne l'avais voulu. Tu n'avais pas le droit de me voler 30 ans de ma vie. Je n'ai rien volé, répondit l'ancienne Brooke, de retour défensive et en colère. Je t'ai donné des enfants à aimer. Je t'ai donné une famille. Comment est-ce du vol? Parce que tout était construit sur des mensonges. Parce que pendant 30 ans, chaque jour j'ai regardé Jake et Sophie en ressentant de l'amour pour des enfants qui n'étaient pas les miens, tandis que leur vrai père était quelque part, ignorant même leur existence. Leur vrai père, c'est toi, dit-elle avec force. C'est toi qui les as élevés. C'est toi qui as appris à Sophie à peindre et aidé Jake avec ses devoirs. Et c'est toi qui as fait en sorte que je fasse tout ça sous de fausses prémices. Le silence s'étira entre nous. 39 ans de mariage réduits à cet échange amer d'accusations et de justifications. Les avocats veulent renégocier le règlement, dit-elle enfin, sa voix redevenue petite. Bien sûr qu'ils le veulent. Avec la révélation que Jake et Sophie n'étaient pas mes enfants biologiques, mes obligations financières devenaient désormais incertaines. La maison, les biens, tout devait être réévalué. Je savais qu'ils le feraient. Tu pourrais tout me prendre maintenant, la maison, l'argent, tout, je le sais. Je fermais les yeux pensant à la maison de Maple Street, où nous avions élevé 3 enfants, où nous avions célébré anniversaires et fêtes, où je croyais vivre avec une famille qui m'appartenait. Que veux-tu que je dise, Brooke? Je veux que tu dises que tu seras juste, que tu ne me puniras pas pour avoir essayé de garder notre famille unie. C'est ce que tu crois avoir fait, garder notre famille unie? Oui, sa voix n'était presque plus qu'un souffle. Je pensais que si tu ne savais pas, ça n'aurait pas d'importance. Tu les aimais tellement, et ils t'aimaient. Je pensais que ça suffisait. Ce n'était pas à toi de décider. Après avoir raccroché, je restais longtemps dans mon appartement silencieux, réfléchissant aux choix et à leurs conséquences, à la différence entre l'amour et le mensonge. Quelque tard, dans l'ancienne maison, Brooke était probablement assise parmi les restes d'une vie qui s'était révélée largement fictive. Demain, je rencontrerai David pour discuter des implications légales de tout ce qui avait été révélé.
Demain, je commencerai à reconstruire une relation avec Jake et Sophie, basée sur l'honnêteté plutôt que sur la tromperie. Mais ce soir, je restais simplement dans ma nouvelle maison, à pleurer la famille que je croyais avoir, la vie que je croyais avoir vécue, et les 39 années de mariage qui venaient de se révéler être tout autre chose. La vérité m'avait libéré, mais la liberté, j'apprenais, pouvait être un endroit solitaire pour recommencer. 6 mois après cette réunion familiale, j'étais assis dans l'atelier d'art de Sophie, la regardant apporter les touches finales à un tableau qui me coupait le souffle. C'était un portrait de main, mais pas n'importe quelle main. Des mains fortes, marquées par la vie, tenant un petit pinceau avec une délicatesse infinie. C'étaient mes mains, peintes de mémoire, et elles étaient belles au point que ma gorge se serra d'émotion. « Ça te plaît ?» demanda-t-elle, prenant du recul pour examiner son œuvre avec ce regard critique qu'elle avait développé en transformant la douleur en art. « Je l'adore, répondis-je sincèrement. Mais pourquoi mes mains ?» Elle essuya la peinture sur ses doigts avec un chiffon couvert de traces de centenaires chefs-d'œuvre en cours. « Parce que ce sont les mains qui m'ont appris à tenir un pinceau quand j'avais 5 ans. Ce sont les mains qui guidaient les miennes quand j'apprenais à écrire mon nom. La biologie ne change pas l'histoire, papa. » Depuis la révélation de l'ADN 1 mois plus tôt, Sophie et moi nous étions approchés. Plus que jamais. Le choc d'apprendre que je n'étais pas son père biologique avait d'abord creusé un fossé entre nous. Mais au fil de notre travail ensemble, quelque chose de plus profond avait émergé. Notre relation n'était plus basée sur des suppositions ou des obligations. Elle reposait sur un choix. Sophie avait décidé de découvrir qui était Marcus Webb, son père biologique. Grâce à la détective privée, nous avions appris qu'il était entrepreneur à Seattle, marié à la même femme avec laquelle il avait trompé Brooke. Il avait 2 enfants légitimes, tous 2 adultes. Et lorsque Sophie le contacta enfin, sa réponse fut, comme prévu, décevante. « J'ai fait des erreurs quand j'étais plus jeune », lui avait-il dit lors de leur unique conversation téléphonique. « Je n'ai pas besoin qu'ils apparaissent maintenant pour compliquer ma vie. » Son rejet l'avait blessé, mais il avait aussi clarifié quelque chose d'essentiel. Comme elle me l'avait confié ensuite, un père n'est pas celui qui fournit l'ADN. Un père est celui qui est présent tous les jours pendant 30 ans. Le parcours de Jake avait été plus difficile. Il avait passé 3 mois en cure de désintoxication après notre réunion familiale. Il avait enfin reconnu que son alcoolisme n'était pas seulement lié à ce sentiment d'être un outsider dans notre famille, mais à un sentiment d'isolement partout dans sa vie. Découvrir qui était David Park, son père biologique, avait apporté des réponses, mais pas nécessairement de réconfort. David était désormais un homme d'affaires prospère, remarié, avec des adolescents qui ignoraient tout de sa liaison avec Brooke, 33 ans plus tôt. Contrairement à Marcus, il avait été prêt à rencontrer Jake, désireux d'établir une forme de relation. « Il veut apprendre à me connaître », m'avait dit Jake, lors de l'un de nos rendez-vous hebdomadaires autour d'un café. Une nouvelle tradition que nous avions instaurée pour reconstruire notre relation sur des bases plus honnêtes. Il n'arrête pas de parler de la façon dont j'ai hérité de son sens des affaires, de son ambition. Mais le problème, c'est que je ne veux pas de son sens des affaires. Je ne veux pas être comme lui. « Que veux-tu alors ?» lui avais-je demandé. « Je veux être comme toi », répondit-il simplement. « Peut-être pas génétiquement, mais dans ce qui compte vraiment. Je veux être ce genre d'homme qui reste présent quand les choses deviennent difficiles, qui tient ses engagements, qui choisit sa famille chaque jour au lieu de se contenter d'y être attaché. » Emma était devenue le pont entre nous tous, utilisant sa formation juridique et sa diplomatie naturelle pour nous aider à naviguer dans les implications émotionnelles et pratiques de notre nouvelle réalité. C'est elle qui avait suggéré la thérapie familiale, quelque chose que j'avais d'abord refusé, mais que j'avais fini par apprécier. « Nous devons apprendre à être une famille à nouveau », avait-elle dit lors d'une séance avec le docteur Martinez, une femme patiente, dans la 50aine spécialisée dans les traumatismes familiaux. Mais cette fois, nous devons le faire honnêtement. La thérapie avait aidé chacun de nous, révélant même certaines luttes personnelles d'Emma face à la révélation. En tant que seul enfant biologique, elle se sentait coupable de son lien génétique avec moi. Craignant que Jake et Sophie ne la jalousent
ou ne la déteste pour cela. Je me dis que je devrais me sentir spécial parce que je suis ta véritable fille, avait-elle avoué lors d'une séance particulièrement difficile. Mais ensuite, je me sens mal de penser ça parce que cela implique que Jake et Sophie seraient moins réels. Vous êtes tous réels, lui avais-je répondu, et je le pensais sincèrement. Être ma fille biologique ne te rend pas plus mon enfant que Jake et Sophie ne le sont. Cela te rend juste mon enfant d'une autre manière. Le règlement légal avec Brooke avait été finalisé 3 mois plus tôt. Avec les résultats ADN comme preuve, l'accord de divorce initial avait été modifié de manière significative. Je n'étais plus obligé de verser une pension alimentaire à Brooke, et mes obligations envers Jake et Sophie avaient été ajustées pour refléter leur nouveau statut. Brooke avait conservé la maison, mais elle avait dû contracter un prêt important pour racheter ma part. Elle avait aussi commencé à travailler pour la première fois depuis des décennies, occupant un poste d'administratrice dans un cabinet dentaire. Autrefois, à mes dépens, peinait maintenant à joindre les deux bouts, seul. J'aurais dû me sentir justifié. Au lieu de cela, je me sentais surtout triste. « Tu penses qu'elle a appris quelque chose de tout ça ?» me demanda Sophie un jour, alors que nous marchions dans le parc près de son atelier. « Je pense qu'elle a appris que chaque action a ses conséquences, » répondis-je. Si c'est la même chose que reconnaître qu'elle avait tort, je ne sais pas. Brooke et moi n'avions désormais aucun contact, sauf par l'intermédiaire d'avocats lorsque c'était nécessaire. Elle avait fait quelques tentatives de contact dans les mois qui ont suivi la révélation, mais elles étaient toutes focalisées sur la gestion des dégâts plutôt que sur un véritable repentir. Je pense qu'elle se croyait encore en train de protéger la famille, observa Emma. Dans son esprit, elle était victime des circonstances, pas l'architecte de la tromperie. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que Brooke ne comprendrait jamais complètement ce qu'elle nous avait volé à tous, toutes ces années de relations authentiques, empoisonnées par ses mensonges. Mais j'avais cessé de ressentir le besoin qu'elle comprenne. Sa compréhension ne me rendrait pas ces années perdues, et elle ne changerait pas les choix que je faisais maintenant. Ma nouvelle vie s'était installée dans des rythmes qui semblaient honnêtes, d'une manière que ma vie d'avant n'avait jamais été. J'avais commencé à enseigner à temps partiel dans des écoles, le collège communautaire local, partageant mes connaissances en ingénierie avec des étudiants qui me rappelaient pourquoi j'étais tombé amoureux de la résolution de problèmes. J'avais aussi recommencé à sortir, quelque chose qui semblait étrange après 39 ans de mariage, mais aussi libérateur. Margaret était bibliothécaire, rencontrée lors d'un cours de formation continue, une femme de mon âge, veuve depuis 5 ans, qui comprenait la complexité de tout recommencer à un âge avancé. « J'aime que tu sois honnête sur ton passé », m'avait-elle dit après notre 3e dîner. Trop d'hommes de notre âge font semblant de ne pas avoir d'histoire compliquée. Mon histoire est définitivement compliquée, avais-je répondu. Puis je lui avais raconté les tests ADN, la réunion de famille, le fait que 2 de mes enfants n'étaient pas biologiquement les miens. « Et comment te sens-tu maintenant » avait-elle demandé. Reconnaissant, répondis-je, me surprenant moi-même par cette réponse. Reconnaissant d'avoir quand même pu être leur père. Reconnaissant que l'amour s'est avéré plus fort que la génétique. Reconnaissant que la vérité a enfin éclaté pour que nous puissions construire quelque chose de réel. Debout dans l'atelier de Sophie, regardant sa peinture de mes mains, je ressentis à nouveau cette gratitude. Ses mains avaient guidé un pinceau tenu par une petite fille qui n'était pas de mon sang, mais qui était absolument ma fille. Elles avaient signé des bulletins, des autorisations et des dossiers universitaires pour des enfants qui portaient les gènes d'autres hommes, mais mes valeurs. « J'ai quelque chose à te dire, » dit Sophie, interrompant mes pensées. Elle semblait nerveuse, comme à l'adolescence, lorsqu'elle devait avouer une petite bêtise. « Quoi donc ?» demandai-je. « J'ai parlé avec Jake pour qu'on lance un business ensemble. De l'art-thérapie pour la réhabilitation des addictions. Combiner son expérience de sobriété avec mon expérience artistique. » Mon cœur se gonfla de fierté. Pas seulement pour l'idée de l'entreprise, mais pour ce qu'elle représentait. Jake et Sophie travaillant ensemble, utilisant leur expérience commune de se sentir étrangers pour aider d'autres personnes à trouver leur place dans le monde. « Ça semble merveilleux, dis-je. Quel genre d'aide vous faut-il » Elle sourit,
le même sourire qu'elle avait eu à 5 ans, me présentant un dessin au crayon dont elle était particulièrement fière. En fait, nous espérions que tu envisagerais de devenir notre conseiller d'affaires, nous aider pour les aspects pratiques, la planification, l'organisation, si tu en as envie. Je regardais son studio, les tableaux accrochés au mur, chacun témoignant de sa résilience et de son talent. Je pensais à Jake, 6 mois sobre, reconstruisant sa vie avec la même détermination qu'il avait autrefois mise à la détruire. Je pensais à Emma, réussissant à concilier sa carrière et sa famille, tout en maintenant le reste d'entre nous soudés. Mes enfants. Pas à cause de l'ADN, mais par choix, parce qu'un amour avait survécu à la révélation qu'il reposait sur quelque chose de bien plus profond que la génétique. Ce serait un honneur, dis-je. Quand Sophie me serra dans ses bras, je sentis quelque chose se déposer dans ma poitrine, un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La paix. Pas la paix de l'ignorance ou du déni, mais la paix de la vérité enfin révélée et des relations reconstruites sur un socle solide. Ma mère avait eu raison ce jour-là. Elle m'avait supplié de ne pas donner à Brooke tout ce qu'elle voulait dans le divorce. Je n'aurais pas dû tout lui céder, mais finalement j'avais obtenu quelque chose de beaucoup plus précieux en retour. J'avais retrouvé mes enfants, non pas comme une obligation ou une évidence, mais comme un choix que nous faisions chaque jour, celui de nous aimer. Et pour la première fois en 61 ans, cela suffisait. Ce soir-là, assis dans mon appartement avec une tasse de café, j'appelai ma mère. « Comment vont les enfants ?» demanda-t-elle, comme chaque semaine depuis la réunion familiale. « Ils vont bien, maman. Nous allons tous bien. » Et Brooke, je réfléchis à la question. Brooke avait du mal financièrement, isolée des enfants qu'elle avait manipulés pendant des années, confrontée aux conséquences de choix qu'elle ne comprenait toujours pas entièrement. Mais elle était aussi adulte, responsable de ses décisions, et ces conséquences n'étaient plus de ma responsabilité. Brooke vit avec les résultats de ses propres choix, dis-je, comme le reste d'entre nous. Tu es heureux, Philippe? Je regardais mon petit appartement, pensant au tableau de Sophie qui allait bientôt orner mon mur, à mes rendez-vous café avec Jake, au dîner du dimanche avec Emma et sa famille, à Margaret et à la possibilité d'un amour qui ne serait pas fondé sur des mensonges. Oui, maman, je crois que je le suis enfin. Après avoir raccroché, je me levai et regardai par la fenêtre les lumières de la ville, pensant aux secondes chances et au nouveau départ. Demain, Sophie et Jake viendraient pour discuter de leur plan d'affaires. La semaine prochaine, Margaret et moi irons au théâtre. Le mois prochain, le plus jeune d'Emma aura une fête d'anniversaire, où je serai célébré comme grand-père, un titre qui signifiait maintenant plus pour moi que lorsque je croyais en avoir le droit biologique. La vérité m'avait coûté un mariage et la famille que je croyais avoir. Mais elle m'avait donné quelque chose de meilleur, la famille que j'avais réellement choisie et qui m'avait choisi en retour. À la fin, cela suffisait.